Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comptine, une chaîne allant à la rescousse de contes, fables et comptines, oubliées par beaucoup, souvent de tous. Allons chercher dans les tréfonds le bonheur des rééditions, de ces leçons de vie, de ces morceaux incompris, juste pour une nuit d'allusion. Notre conte d'aujourd'hui, la fileuse d'ortie. C'est l'histoire, enfin c'est une histoire. C'est l'histoire de Burchard, du seigneur Burchard, que l'on nommait non sans raison le loup, car il était d'une cruauté sans égard. Ses serfs le redoutaient, d'aucuns n'aimaient recevoir des coups de fouet. Même si coutumier du travail à la charrue va nu-pied, jamais il n'aurait osé se rebeller. C'était un homme grand, aux allures de Don Juan. Les cheveux noirs, la barbe noire, les yeux verts et les ongles sales. Oui, car il partait souvent en chasse, comme ce fameux jour cocasse. Ce jour-là, le sanglier se fait prier, et c'est dans une clairière que Cavalan et Cavalier se retrouvent devant une chaumière. Devant cette chaumière, une jeune fille. Cette jeune fille file, faisant défiler son filet filé qui chemin faisant une bobine bobinée qu'il ne lui reste plus qu'à tisser. Éberlué par cette habileté et cette beauté improvisée, notre Seigneur s'en va jouer les jolis cœurs. Sans même descendre de sa monture, il baisse les yeux sur la jeune créature. « Fais ton bagage et viens chez moi. » C'est à ce moment-là que la petite relève la tête, les mains toujours enrouées dans son rouet. « Mon bon Seigneur, je ne saurais que faire chez vous. Ma grand-mère est bien vieille, voyez-vous, et il me faut la soigner. Quant à mon cœur, eh bien, il est déjà volé, par Guilbert, le jeune bûcheron de la voisine contrée. » Burchard la toise, et il s'en va, piqué par son orgueil. Les semaines passent, et Renelde se dit que c'en est fini de cette mésaventure. Mais un matin, elle file du lin, et aperçoit le cheval noir de Burchard. Son sang ne fait qu'un tour, l'imposante bête s'arrête devant elle et la fixe en retour. « Vous me voyez filer mes chemises de noces, si Dieu le veut et vous me le permettez. »« J'ai juste une condition à ton mariage. Tu vois ces orties là-bas ? Eh bien, tu les fileras. Tu tisseras bien 2 chemises, mais l'une sera pour tes noces et l'autre pour mon enterrement, car tant que mes pieds fouleront ce sol, tu ne pourras point prêter serment. » Et il part, frappant le flanc de son cheval et riant comme un diable. Lamentante, laminée, pauvre et pauvre Renelle de bouche bée. Filer des orties, mais je n'ai jamais appris, et puis mon seigneur n'est pas de santé fragile, et de par son âge est fort agile. Désespérée, désespérante, pauvre et pauvre Renelde, elle se met pourtant à son ouvrage de cueillette et de filage. Elle file, refile, enfile, contrefila, et des orties il en ressort un fil doux comme la soie. Bientôt de ses doigts naît la chemise pour ses noces qui sont de bonne aloi. C'est à ce moment-là que notre Burchard arrive du sous-bois, s'arrête pour la 3e fois et l'observe. « Je ne vois qu'une chemise là. Tant que la 2e ne sera point terminée, tu ne seras pas délivré. » Et clac, encore une fois, il repart. Piteuse et dépitée, pauvre et pauvre Renelde se remet pourtant à son fardeau entêtant. Première ortie, 2e fagot. C'est dans 10 ans je m'en irai, dit au pied d'un rosier. Dans 10 ans je m'en irai, dit au pied d'un rosier, dit au pied d'un rosier. Et elle tourne et fait tourner. De son côté, le seigneur aussi, lui, commence vraiment à tourner. Sa tête voulant rejoindre la terre, tant et si bien qu'il ne sait même pas manger. Et au moment de se coucher, c'est frissonnant et frissonné qu'il tombe dans les bras de Morphée. Le lendemain, il ne sait même pas se lever. « C'est cette fille, cette sorcière, soldat, allez la plonger dans la rivière. Il faut qu'elle meure, il faut qu'elle meure, il faut qu'elle meure. » Arrivé à la chaumière, les tambours sur sa porte font sortir la roturière. Attrapée, ficelée mains et pieds, et la voilà jetée du haut d'un rocher. Tombée dans l'eau glacée, juste une bulle pour nous rassurer. Mouillée et détrempée, pauvre et pauvre Renelde, que va-t-il lui arriver? Pour elle, fort heureusement, la mort ne donne pas son accord. Le courant, dans sa grande bonté d'âme, la sauve du frémissant. Déliant pieds et mains, elle se remet à son refrain. «
C'est dans 10 ans, je m'en irai, dit au pied d'un rosier. Dans 10 ans, je m'en irai, dit au pied d'un rosier, dit au pied d'un rosier. On peut dire que sa vie semble comme cousue de fil blanc. Et notre chanceuse, malchanceuse, pauvre et pas si pauvre Renelde, dès son arrivée chez elle, continue sa bagatelle. Elle commence lentement à en comprendre tous les tenants et aboutissants. Le Seigneur eut vent du problème. « Mais vous ne comprenez donc pas, c'est elle qui tient ma vie entre ses doigts. Il faut qu'elle meure, il faut qu'elle meure, il faut qu'elle meure !» De retour à la chaumière, les tambouraux vestibulaires, il voit la roturière, l'arrache à son affaire, à son cou une pierre, et hop, la revoilà dans la rivière. Mais la vie doit aller ainsi, et le courant la sauve nouvellement de son frémissant. Son cou délivré, elle se met à fredonner. À la cour du palais, lundi, mardi, jour de mai, à la cour du palais, y avait une servante, lundi, mardi, danse, y avait une servante, lundi, mardi, danse. Confiante et rutilante, pauvre et plus si pauvre Renelde se rue sur son ouvrage pour en continuer le filage. Le Seigneur n'en crut pas ses oreilles. Comment ? Elle est encore vivante ? Si c'en est ainsi, qu'on m'amène à son taudis. Oui, car les forces de notre Seigneur le quittaient bien malgré lui, tant et si bien que c'est en litière qu'il arrive à la chaumière. Il se redresse péniblement. « Toi, sorcière, je te somme d'arrêter ce que je t'ai demandé !» Renelde de son ouvrage ne relève point le nez. « Par pitié, laisse-moi en paix, mais que t'ai-je donc fait ?» Renelde de son ouvrage ne délaisse point son attrait. « Puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais te tuer !» Son mousquet en joue, il tire. Pouh. L'on pourrait dire tués et troués, plus jamais pauvre et pauvre Renelde. Pourtant, sur sa poitrine, il ne reste point de trace de cette dédicace. Et elle continue, sans relâche, de coudre sans en découdre son épitaphe. Avec ses dernières forces, notre bon Seigneur s'attaque alors à la seule chose qu'il peut atteindre encore, son rouet, plein de fils filants de l'ortie aux vêtements. Et crac, il le brise dans son dernier élan avant de retourner péniblement à son lit de manant. Son souffle se fait encore plus haletant. Il s'en retourne à son château, essoufflé et essoufflant, perdu et perdant notre bon truand. Pourtant, alors qu'il ne reste plus que le bruit du cortège déférent, le rouet de ses morceaux en renaît un nouveau, et du fagot du fil déjà bien beau. Elle tisse alors son ultime achèvement, cette chemise d'enterrement, et quand vint le moment de coudre le dernier point, le Burchard dut rendre le sien. Le lendemain, jour de noces, pimpante et souriante, survivante et revivante, Renelde, c'est en chemin pour son église et dans sa chemise qu'elle croise son seigneur Burchard le loup, repentant et repenti, endormant, endormi, dans sa chemise d'ortie, mort pour un amour forcé, alors que de l'autre côté, celui-ci est célébré. C'était l'histoire, enfin c'était une histoire. Et voilà notre conte de fini, une histoire d'accompli, une morale de saisie. À bientôt pour une nouvelle symphonie.